Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Un épisode spécial parce qu'on est maintenant dans la série À qui le vote? Donc, comme on vous l'avait teasé un petit peu, on est enfin dedans. On débute aujourd'hui avec Axel Lelouch du Parti conservateur du Québec. Donc, Axel, merci de te joindre à moi. Merci beaucoup. C'est bien apprécié de venir te prêter au jeu. Donc, le concept est simple. On veut donner l'occasion à toute la relève entrepreneuriale québécoise qui nous écoute d'aiguiller leur vote, de prendre la bonne décision quand va venir le temps d'aller aux urnes le 3 octobre prochain. Ça vient très bientôt. Donc, on va commencer sans plus tarder avec une première question pour bien mettre la table. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en passant, moi, c'est Louis. Je suis le fondateur de Studio Machiavel, producteur et hôte du balado Né pour un gros pain. Et Studio Machiavel, qui est l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, exactement, ma première question, ce serait quel type de pain es-tu, Axel? Il y a un jingle pour quel type de pain tu es. Oui, absolument. On me rappelle à l'oreille qu'il y a un jingle. C'est quel genre de pain, toi? Donc, Axel, quel Oui. type de pain es-tu? Facile. Vous allez voir avec mon accent qu'il y a un petit peu de français derrière, donc c'est la baguette. La baguette, un classique. Mais pas n'importe quelle baguette. C'est la baguette de 4 heures. C'est la deuxième fournée quand tu sors de l'école puis que tu reviens à la maison. Et puis là, t'achètes ta petite baguette bien fraîche. Puis t'en achètes deux parce que la première, elle n'arrive pas à la maison. Ah ouais, ok. Tu te rends fait, c'est fini. Ah en oui, t'es chemin. là avec tes copains, là, puis vous marchez tous ensemble. Puis ta mère, elle t'a demandé de ramener une baguette pour le souper. Puis t'en achètes deux, puis il y en a une qui va être mangée, Puis, partagée avec les copains ensemble, toute chaude. Il y a rien de mieux sur cette terre. Et est-ce que maman le sait ou Mais oui, elle bien se doute? sûr. Elle se Mais doute? oui, bien sûr. Oui, je devrais le savoir. Les Ouais. mamans savent tout. Oui, c'est vrai, exact, c'est vrai. C'est un bon point, ça, c'est bien dit. Exact, mais merci de nous partager ce petit snippet, justement, de ton enfance, de comment tu es arrivé. Justement, après la prochaine section, qui est bien importante, on va te demander, justement, comment tu es arrivé là où tu es maintenant. Mais avant tout, on a un segment spécial qui est nouveau cette saison. On te donne 45 secondes, parce que c'est l'heure du pitch. Parfait. Alors, moi, je me présente pour le Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur du Québec, c'est, selon moi, le seul parti aujourd'hui qui a des idées nouvelles. On se retrouve aujourd'hui à faire un choix avec 5 autres partis politiques, mais on s'entend qu'il y en a 3, c'est la même chose, la souveraineté. Il y en a un, c'est du réchauffé, et puis il y en a un, on vient de passer 4 ans avec, puis on n'est peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est passé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est amener des nouvelles idées en santé, en économie, en environnement, en éducation, puis on va remettre les pendules à l'heure. Right on time, that's it. Même que tu as réussi à le rentrer dans le Toujours. temps. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je pense que ça donne déjà une petite idée aux gens, mais on va un petit peu plus rentrer dans le gras du sujet avec notre première section. Comment tu gagnes ton pain? Donc, exactement, la première question, c'est comment tu gagnes ton pain. Donc, j'aimerais savoir si tu peux me dire un petit peu comment tu as commencé, peut-être ou même tu as commencé tes études, ton parcours. Pardon. Donc, moi, je suis arrivé au Québec à l'âge de 21 ans. Et en descendant de l'avion, je suis allé à l'université, à l'UQAM, l'Université du Québec, à Montréal. Lorsque j'ai commencé mes études, j'arrivais de France et j'étudiais en France en médecine, en école de médecine, parce que quand tu viens d'une famille maghrébine, juive, en France, tu as le choix, tu peux être avocat ou tu peux être médecin. Donc, je suis allé faire 2 années d'école de médecine et après 2 années d'école de médecine, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être médecin. Donc, j'ai déménagé au Québec et je suis allé étudier en biologie, spécialisation biotechnologie. Donc, j'ai gradué de l'UQAM en 2000 et en terminant mon baccalauréat, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un domaine pharmaceutique. Et j'ai été engagé en sortant de l'université. Ma mère était vraiment déçue parce qu'elle pensait que j'allais faire au moins un doctorat pour pouvoir m'appeler un docteur. Mais je lui ai dit, mais non, maman, j'ai eu un boulot en sortant de l'université. Donc, c'est le but du jeu, c'est d'avoir une job. Donc, j'ai passé les 20 prochaines années à travailler dans le domaine pharmaceutique. Et tout en, je dirais,
en trempant mes pieds dans l'entrepreneuriat avec des différentes, je dirais, des différents projets que j'ai eus à travers de ces 20 années-là. Et il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé de changer de domaine complètement et je retournais à l'école et j'ai étudié, puis j'ai obtenu toutes mes certifications pour devenir conseiller financier. Donc, depuis maintenant 5 ans, je suis conseiller financier et il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai acheté un cabinet qui s'appelle Service financier Gestavie. Et je suis maintenant propriétaire d'un cabinet financier qui travaille dans le domaine de l'assurance vie, assurance collective, rente collective et régime de retraite collective. Et aussi, je travaille aussi en investissement. Wow, donc toi-même, tu fais partie de la relève entrepreneuriale Oui. québécoise. Oui, Donc, oui, tu me parlais tout à l'heure de relève. mhm. Tu vas parler avec la relève québécoise et je te dirais, donc je vais me parler à moi-même. Ouais, finalement, exact. Ouais, ben ça fait beaucoup de sens. Puis moi-même, un petit peu, c'est ça que j'ai l'occasion de faire avec le balado. Donc, je suis content d'échanger C'est cool. en plus avec un entrepreneur. Mais je pense qu'on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené de te joindre au Parti conservateur du Québec? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en politique? Je te dirais, les 2 années et demie qu'on a passées de pandémie, il y a eu beaucoup de moments à l'intérieur de la pandémie où j'ai trouvé qu'il y avait un manque, il y avait je te dirais, un déficit démocratique. On se retrouvait à avoir des décisions qui étaient prises. On avait un conseil des ministres qui prenait des décisions, mais on avait arrêté d'avoir une Assemblée nationale qui prenait des décisions. Donc ça, c'est quelque chose je te dirais, qui m'a motivé à prendre ma carte du Parti conservateur du Québec. Et récemment, quand la loi 96 a été passée, mon fils est venu et puis il m'a dit, moi j'habite dans le West Island, donc j'habite, tu sais, dans un endroit de l'île de Montréal qui est un petit peu plus peuplé d'anglophones, même si ma famille à moi, elle est parfaitement bilingue. Ses amis, puis les gens autour de lui sont un petit peu plus des anglophones. Et lui est au cégep, puis il m'a dit, regarde papa, je pense que je suis plus le bienvenu au Québec. Je suis traité comme un citoyen de deuxième ordre et je ne veux pas accepter de rester dans une province qui me traite comme ça. Et là, moi, quand il m'a dit ça, Ça t'a bouleversé un peu? d'abord j'ai pleuré, là. Ouais. Très simplement, quand ton fils il dit qu'il va te quitter, puis il te l'annonce en avance, là, pour moi, ça c'était inacceptable. Donc j'ai dit, regarde, je vais me battre, je vais faire tout ce que je peux pour essayer de garder cette famille, de garder je te dirais, cette communauté qu'on a sur l'île de Montréal. Avant que notre premier ministre il nous la détruise, je vais essayer de la sauver, je vais essayer de la sauvegarder. Et c'est pour protéger ma communauté que je me lance en politique. OK, inspirant. Puis pour les gens qui ne sauraient pas, la loi 96, c'est quoi exactement? OK. La loi 96, c'est une loi que François Legault a passée pour pouvoir, je te dirais... Excusez-moi. La loi 96, c'est une loi qui était supposée protéger le français. Mais je pense qu'en 2022, il faut comprendre une chose. Protéger le français, ça ne peut pas se faire au détriment d'avoir une loi qui est vraiment très stricte et qui est vraiment au détriment de la communauté d'affaires. Donc, au niveau de la loi 96, qui a été votée, donc qui est en place en ce moment, donc à partir de demain, si tu veux t'acheter une maison, il faut que ton bail ou il faut que ton contrat de vente il soit en français. Donc, si tu as comment je pourrais dire, le document légal, il doit être en français. Donc, on s'entend que dans un monde où il y a des gens qui sont anglophones, allophones, c'est pas leur langue première, le français. C'est sûr que c'est pas forcément la langue à travers laquelle ils vont vouloir faire leurs transactions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un petit peu ce qui s'est passé dans les années 70-80, c'est-à-dire un exode massif de la population anglophone, allophone. Et je pense qu'il faut absolument arrêter ça. OK, puis c'est vraiment ça qui est un des vecteurs qui t'a fait te lancer principalement, puis Ah oui. qui t'a mené 100%. Écoute, dans la loi 96, il y a un des points qui dit que l'Office de la langue française... Donc, la loi 96, si tu veux, c'est la loi 101 sur stéroïdes. OK. Donc, avec la loi 101, il fallait qu'il y ait un de tes employés qui fasse une plainte pour que l'Office de la langue française puisse rentrer dans ton entreprise pour pouvoir voir si tu utilisais la langue française à bon escient. Avec la loi 96, il doit juste avoir besoin
d'un doute que tu n'utilises pas, le français comme langue première dans tes interactions avec tes clients. Et là, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent rentrer dans ton entreprise, te demander tes mots de passe pour ton ordinateur, pour ton téléphone, et commencer à regarder tes courriels. OK. Donc, Ouais, il y a un enjeu de... Si, par exemple, l'intervention de l'État, tu souhaites l'avoir au minimum... au on est- minimum. Puis moi, je te dirais, en tant que francophone d'origine, parce que je suis français de France, donc je suis un francophone, le français est extrêmement important pour moi. Mais jamais je vais permettre à un gouvernement d'ouvrir mon ordinateur et puis de commencer à regarder mes informations clients. Avant que tu puisses regarder mes informations clients, il va falloir que tu me prouves avec des lois et puis avec des... Il faut vraiment que ce soit très, très important. Là, je ne pense pas que ce soit vraiment important là, de discuter avec tes clients ou avec tes collègues en anglais. Je ne pense pas que ça mérite de pouvoir enlever tes libertés personnelles. Parlant d'enjeux importants, justement, on va passer à la prochaine section où j'ai l'impression que ce sujet-là va revenir d'une façon ou d'une autre. Karim. Donc, il y a une partie de cette section-là, veut pas, due au balado, qui veut se porter par rapport à ton parcours entrepreneurial. Oui. Tu peux faire des ponts avec le parcours, mais même avec le moment que tu as joint le parti et comment tu as vécu la pandémie. Mais qu'est-ce que tu dirais qui sont les anecdotes qui ont marqué ton parcours puis qui ont fait de toi l'homme entrepreneurial et l'homme politique que tu es? Ben, je te dirais, pour pouvoir parler d'entreprise puis pour pouvoir parler d'entrepreneuriat, il faut, je pense, en premier parler de famille. Donc, si je regarde mon parcours familial, mon père, qui est un immigré lui-même de la Tunisie, est arrivé en France dans les années 50, puis à la force de son poignet, il a travaillé, puis il est devenu lui-même agent d'assurance. Il a ouvert sa propre entreprise après quelques années de travail. Et donc, mon père nous a montré quand même très, très jeune que être entrepreneur, c'était la voie de, je te dirais, de la richesse. Maintenant, quand on parle de richesse, pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. Réussir dans la vie, réussir sa vie. Est-ce que mon père va finir ses jours milliardaire? Non. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Exact. Il y a différentes façons de mesurer la richesse. Exactement. La richesse, c'est à la fin de ta vie, quand tu as terminé ta carrière de travail, il te reste quelque chose après. Quelque chose que tu peux passer à quelqu'un d'autre, quelque chose que tu peux, je te dirais, ramener dans le monde. Puis moi, c'est ça ce que j'ai essayé de faire à travers de toute ma carrière. Ouais, excuse-moi, je Pardon, donc les premières années de ma carrière, elles se sont passées, si tu veux, comme employé. Et la raison pour laquelle j'étais employé, c'est parce que ma conjointe, elle a la sclérose en plaques. Donc, elle a des besoins, je te dirais, qui sont un petit peu plus demandants au niveau de sa santé. Donc, c'est une personne qui travaille, qui est dans le monde du travail. Mais quand les enfants étaient jeunes, c'est sûr que j'ai 2 enfants. 2 adolescents qui sont plus des enfants maintenant. Faut plus les appeler des enfants. Non, il y aurait pas ça. Ouais, pas ça du tout, non. Puis c'est sûr que quand ils étaient jeunes, ma conjointe, elle avait besoin de beaucoup d'aide. Donc c'est sûr que j'avais besoin d'un travail qui me permettait de faire 2 choses. Premièrement, supporter ma famille financièrement, mais aussi supporter ma conjointe et mes enfants dans les activités qu'ils avaient besoin de faire. Puis moi, j'ai toujours mis beaucoup de priorité sur être présent pour ma femme et mes enfants. C'était quelque chose de très important pour moi. Donc, j'avais un emploi qui me permettait de pouvoir faire ça. Et puis, dès que les enfants ont grandi, puis dès que ma femme est retournée au travail, ben là, c'est là le moment où j'ai senti vraiment le besoin, je te dirais, de dire, OK, là, c'est à moi, c'est à mon temps, et puis je vais pouvoir me lancer en affaires. Puis, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai changé de domaine. Je me suis lancé comme conseiller financier. Puis, j'ai acheté un cabinet, puis... Voilà, je suis là aujourd'hui. OK, donc en plus, repreneur même. Tu as acheté un cabinet, donc Oui. tu as repris une entreprise. J'ai repris une entreprise. Repreneur, wow. C'était comment cette dynamique-là? Est-ce que juste c'était tu un vois peu versus l'entrepreneuriat? Ouais, c'était un petit peu difficile parce que ça s'est passé pendant le COVID. Wow. Donc, c'est sûr que ma première année, donc moi, j'ai fait la transaction pour acheter le cabinet Service Gestavi au mois de février.
Et Février 2020, Oui. le mois d'avant. Là. oui, Ok. monsieur. Exactement. Ok. C'est le mois fatidique, puis au mois de mars, tout est arrivé. Donc, c'est sûr que ça a été une grosse, adaptation. C'est sûr que moi, je suis un people person. Donc, tu sais, le Zoom, puis toutes ces choses-là, c'était pas forcément mon premier choix lorsque je me disais, je vais avoir des interactions clients. J'ai plus je te dirais, euh, j'affectionne plus, facilité, ouais. j'affectionne plus, tu sais, les contacts directs. Donc, de le faire sans avoir les contacts directs, ça a été difficile pour moi. Ouais, je peux imaginer. Moi-même, au début, ça a été une période d'adaptation. Une chose qui est quand même, les outils étaient là et on a pu rapidement s'adapter. Puis, est-ce que tu vois par rapport aux affaires, là, tu as vu en plus ton Mhm. père en Tunisie. t'as En vécu France. en Lui, il a France. déménagé de la Tunisie en France quand il Ah, était jeune. OK, puis c'est là qu'il y a eu des activités entrepreneuriales Oui, lui-même. oui, Donc, tu as vu un petit peu ton père justement en France, oui. tu as vécu l'expérience. Est-ce que tu vois des avantages de faire des affaires ici au Québec et des désavantages? Ah, écoute, l'avantage au Québec, c'est d'abord, c'est les gens. C'est Ok. aussi simplement que ça. On a des gens extraordinaires au Québec, on a des gens accueillants, on a des gens ouverts, on a des gens, curieux de la différence, curieux euh, de l'apport que les autres cultures peuvent amener, ce que tu n'as pas en France. Ah non, c'est... Non. Moi, écoute, je suis né en France et je me suis jamais senti français. J'habite depuis 25 ans au Québec et je suis un Québécois. Ah ouais, ok, c'est quand même pas toujours qu'on entend ça, c'est intéressant. Ah ouais, non, c'est même pas proche. C'est même pas proche. Le degré, tu sais, d'ouverture, le degré euh, euh, d'amabilité, le degré de gentillesse. Écoute, au Québec, tu peux dire à un client, j'ai besoin d'un coup de main, peux-tu m'aider? Comme entrepreneur. En France, tu dis ça à un client, il dit, ben, pourquoi je vais t'aider? Ok, c'est très chacun pour soi, là. C'est chacun pour soi, là, c'est pas vraiment, on va te donner un coup de main, là. Non, non, surtout pas. C'est bien Mais différent de ça. surtout quand tu es un fils d'immigré ou un immigré toi-même, là, c'est... Non. Ok, puis t'as vu, même en tant qu'immigrant ici au Ah, Québec, mais ça fait pas de différence. Ici au Québec, là, t'arrives, tu descends de l'avion, t'as envie de travailler? T'es prêt à relever tes manches? Il n'y en a pas de limite. Moi, écoute, j'ai eu une carrière ici au Québec, que ce soit dans le monde pharmaceutique, que ce soit dans le monde financier. Jamais j'aurais eu ces opportunités-là. Tu te fais juger premièrement avec ton nom de famille et tu te fais juger avec tes origines. Donc, ça se passe pas du tout de la même façon, là. C'est pour ça que quand François Legault parle d'immigration, puis, tu sais, à un moment donné, il y a 2 semaines, là, il dit oui, vous savez, chez nous au Québec, on n'aime pas ça la chicane, parce qu'on lui parlait d'immigration, là, puis il dit, vous savez, nous, on n'aime pas ça la chicane, et puis on est des gens pacifiques. Puis je dis, quoi? Ouais. De quoi tu parles? Mhm. François, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Il faudrait que tu sortes de Québec une fois de temps en temps. Il faudrait que tu viennes à Montréal voir comment est-ce que le village, tu sais, interagit avec tu sais, tous ces gens de tous les côtés, de tous les bords, là, et puis on vit tous en harmonie, tous ensemble. Là, c'est quelque chose de... Ça, il m'a mis sur le derrière. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai dit, c'est pas vrai qu'il vienne dire ça, là, c'est pas possible. En 2022, de dire un truc comme ça, c'est incroyable. C'est vrai que ça a fait énormément de controverses et définitivement, je pense qu'il a réalisé assez vite que c'était une façon maladroite de s'y prendre. Et justement, là, on a parlé du positif. Mhm. Est-ce qu'il y a du négatif, des choses à améliorer Ben, aussi de la façon de faire des affaires? Écoute, je pense que le balado, là, c'est spot on, là. Moi, je veux dire, je passe mes journées, je passe mes années à répéter ça à mes clients, là. Non, tu n'es pas né pour un petit pain. Non, tu n'es pas né pour un petit pain. Puis, en tant que politicien, là, je pense que ça serait, tu sais, le plus gros truc qu'on peut essayer je te dirais, d'amener aux gens au Québec, c'est... On a une province incroyable. On a des ressources naturelles inépuisables. On a écoute, on a des choses au Québec. On a du gaz, on a du pétrole, on a du bois, on a des minerais, on a de l'or, on a des diamants, on a de l'eau, on a de l'eau. Notre Écoute, or bleu. on a de l'eau. Puis, on a toutes ces choses-là et on ne les utilise pas. Pourquoi? Ah ben non, mais ce serait pas une bonne idée de les utiliser. Donc, je te dirais, c'est te battre, tu sais, avec les gens, là, pour essayer de leur faire comprendre, non, on peut avoir mieux, on mérite mieux, puis on pourrait
devenir l'Ontario. On devrait surpasser l'Ontario. Parce qu'avec les ressources qu'on a, avec l'hydroélectricité, avec les minerais, avec tous ces produits qu'on a, on devrait être l'Ontario. Puis la raison pour laquelle on n'est pas l'Ontario aujourd'hui, c'est à cause de la langue. C'est dans les années 70, Montréal, c'était le centre économique du Canada. C'était pas Toronto, le centre économique du Canada, parce que de toute façon, là, ça fait pas de sens. Pourquoi est-ce que tu te mettrais à Toronto? On a le fleuve Saint-Laurent au Québec, on a toutes ces... on est le hub pour t'en aller vers New York. Pourquoi tu vas rajouter 5 heures de route de plus, plutôt que tu peux t'arrêter à Montréal, puis redescendre à New York, Boston et tout ça? Ça fait pas de sens. Donc, on a perdu une opportunité. Et moi, en tant que politicien, je veux faire réaliser aux gens que, au lieu de continuer à discuter juste de langue et puis de division, il faudrait commencer à discuter de richesse et de comment s'enrichir au Québec. Justement, ça m'amène à penser à un épisode qu'on a eu il y a 2 semaines, où Mhm. on a reçu Philippe Thériault. Mhm. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, va voir l'épisode de Oui. Philippe Thériault de Startup Fest, où il amenait justement ce point sur le fait que en société, il faut faire un choix entre culture et économie. Mhm. Dans le cas ici, ça serait la loi 96, ça serait les règles très strictes autour de la langue. Selon toi, on a un petit peu ta réponse à Ouais. travers ce qu'on vient de dire, mais c'est quoi le choix à faire? C'est quoi le meilleur choix entre défendre la culture et défendre l'économie? Et je te le mets pas facile non Ouais, plus. D'une façon ou d'une autre, il faut compromettre l'autre. Mais- Selon toi, où on trace la ligne? Il faut comprendre une chose, oui. Les gens qui viennent au Québec, je te donne un exemple. Là, on va prendre un monsieur, il a 40 ans, il décide de quitter son pays, et puis de venir s'installer au Québec avec ses 2 enfants. Là, il arrive au Québec, puis il ne parle pas la langue. Mais ce qu'il veut, lui, profondément, c'est que ses enfants, ils parlent les 2 langues. C'est pour ça qu'il vient s'installer au Québec, parce que sinon, il irait en Ontario, il parlerait juste l'anglais. Mais les gens arrivent ici et puis se disent, c'est extraordinaire, mes enfants vont pouvoir parler les 2 langues. Donc, choisir entre la culture et l'économie, c'est ridicule. C'est même pas une question. Les gens qui viennent s'installer ici, c'est pour que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants puissent avoir 2 fois plus d'opportunités. En fait, ils vont en avoir 3 parce qu'ils vont parler la langue avec laquelle ils sont arrivés, l'anglais et le français. Ils comprennent automatiquement qu'ils vont avoir des opportunités dans la vie au moins 2 fois plus que dans le reste du Canada. Donc, non, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix à faire. Et puis, le fait de dire que les gens qui immigrent ici, ils ne veulent pas apprendre le français, non, c'est pas ça. C'est parce que tu as 40 ans, tu arrives au Québec, tu quittes ton pays, ta famille, tes amis, puis tu arrives avec rien, parce que si tu déménages, généralement, tu n'as pas grand-chose, là. Puis là, OK, il faut que je m'occupe de ma famille, là. Donc, j'ai 2 jobs, je travaille 3 jobs pour pouvoir nourrir mes enfants, etc. Puis là, en plus, tu me demandes, après, d'aller faire des cours de francisation. Je n'ai pas le temps de faire ça, là. Mais tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, mes enfants, ils s'envoient à l'école francophone, parce qu'ils sont obligés. Ils vont parler le français, ils vont parler l'anglais, ils vont parler ma langue maternelle. Donc, il y a déjà des mesures en place, selon toi, qui sont suffisantes. Ben oui. Et par exemple, si on regarde un peu il y a des études récemment, je pense, qui ont fait quand même les rondes il y a 1 mois, où il y avait un certain déclin de la proportion du français au Québec qui alarme beaucoup certains. Est-ce que tu penses que on a une réaction à avoir par rapport à ça? Écoute, moi, je peux juste te donner... Je peux pas parler des statistiques dans tout le Québec. Je peux juste te parler des statistiques dans mon quartier à moi. Donc, je prends Robert Baldwin, le comté où je me présente. Et dans Robert Baldwin, écoute, il y a 20 ans, quand moi j'ai acheté ma maison, parce que j'habite dans mon comté, en passant, c'est un des trucs, il y a beaucoup de candidats qui habitent pas dans leur comté. Et dans mon comté, il y a 20 ans, dans mon quartier, t'entendais pas un mot de français. Pas un seul. T'es allé au Fairview, je sais pas si t'as déjà été au Fairview. Je connais, mais je pense pas que je suis déjà allé. Ouais. Écoute, le Fairview, là, c'est comme le Carrefour Laval, là, mais la même taille, mais c'est parce que tu rentrais là, t'entendais pas un mot de français. En 2022, je me promène dans la rue avec ma femme, tu sais, parce qu'avec la COVID, on a fini tous par devenir des marcheurs. Ouais, c'est pour passer le temps. C'est ça. Donc, on est allé prendre des marches, puis je me promenais dans mon quartier, puis j'entendais parler le français ici, le français là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça arrive. Les gens dans mon quartier, je te dirais à 50%, quand je me promène, parlent le français. Avant, c'était 100% anglais, là. Pas un mot de français. Au Carrefour, au centre Fairview, là, où je vais magasiner à côté de chez nous,
Dans tous les magasins, les vendeurs te parlent en français. Avant, là, il n'y avait pas un mot de français, pas un seul. Donc, quand tu me dis que le français est en recul, pas dans mon quartier. Je peux pas te dire que dans mon quartier, puis je peux te dire que mes voisins anglophones, parce qu'il y avait des anglophones unilingues, leurs enfants, quand moi, mes enfants, ils ont commencé à aller à l'école, les parents de ces amis-là, ils étaient anglophones unilingues. Leurs enfants parlaient deux langues parfaitement. Donc, je trouve ça un petit peu compliqué. Je trouve ça un petit peu compliqué, puis j'ai du mal à croire que les gens refusent de parler le français, parce que je te le dis avant, si quelqu'un déménage au Québec, là, c'est pas pour juste parler l'anglais, c'est parce qu'ils veulent avoir les deux langues et ils veulent que leurs enfants parlent les deux langues. Donc pour moi, je vais pas discuter des statistiques, c'est sûr, les statistiques sont là, mais moi, mon expérience personnelle, c'est pas celle-là. Alors, il y a un argument peut-être pour dire que la coercition n'est pas nécessairement, ou le faire forcer n'est pas nécessairement la meilleure solution pour améliorer. Mais c'est clair que... Est-ce que toi, t'as pas d'enfant encore? Non. Bon, parfait. Loin Donc, ici, il n'y a personne qui a des enfants, là. Mais, tu sais, si je reviens, tu sais, moi, la façon dont moi j'ai été éduqué, là, dans les années... je suis né en 1976, donc les années 80, là, tu faisais pas ce que tes parents ils disaient, tu recevais une claque dans la gueule. OK? Ça marche plus, ça. La claque dans la figure, là, ça marche plus. Il faut trouver des nouvelles façons de pouvoir, comment je pourrais dire, discuter avec les jeunes, discuter avec les gens. Mais quand tu dis la coercition, là, c'est parce que la loi 96, c'est plus de la coercition, là. C'est, je rentre dans ton entreprise, j'ouvre ton ordinateur et je regarde tes courriels. Moi, j'appelle ça du communisme, là. À ce niveau-là, pour toi, c'est... Ben, pour moi, là, c'est fini, là. On t'enlève ta liberté, c'est pour ton propre bien. OK? Je t'enlève, c'est parce qu'on se fait dire ça depuis à peu près 2 ans et demi, là, je t'enlève cette liberté-là, mais c'est pour ton propre bien. Donc, moi, je suis prêt à faire des sacrifices pour mon propre bien, mais il faut que ça soit... Si jamais tu m'enlèves quelque chose dans la vie, là, il faut que tu aies des vraiment, vraiment bonnes raisons pour pouvoir le faire. Sinon, ben, on va avoir un débat. Moi, je suis prêt à avoir un débat. Tu sais, je crois à la démocratie, puis je crois qu'on peut tous s'asseoir tous ensemble. Puis je pense qu'il faut arrêter de penser que... Moi, je suis un gars normal. Je suis un gars, tu sais, de la population. Je ne suis pas un politicien. Je me suis pas... Tu sais, ça fait pas 20 ans que je suis en politique. C'est nouveau pour moi. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a comme un décalage entre le politicien puis le gars normal, le gars du peuple. Toi, demain, si tu vas en politique, là, tu vas pas faire de la politique comme un politicien, tu vas faire de la politique comme une personne normale. Tu sais, à un moment donné, on est dans un débat, puis il y a Rémi Girard, le ministre de l'économie, puis je dis, je m'excuse, mais moi, en tant que conseiller financier, si vous me donnez les fonds des générations, là, je vais vous donner des meilleurs résultats que ce que vous avez, là. Comment ça se fait qu'on a plusieurs centaines de milliards dans un fonds et qu'on n'est pas capable de surpasser n'importe lequel des fonds mutuels que moi, je suis capable de vendre à un de mes clients? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, le gérer un petit peu plus comme la caisse, peut-être, gère leurs fonds... Exactement. Moi, je m'attends à ce que, tu sais, le fonds des générations, là, il ramène autant que les revenus de la banque, je sais pas moi, la Banque des Jardins, de la Caisse des Jardins, la Banque nationale. Tu sais, comment ça se fait que ces banques-là réussissent à faire de l'argent avec notre argent qu'on leur donne, puis que le gouvernement n'arrive pas à faire de l'argent avec l'argent qu'on lui donne? Ça fait pas de sens pour moi. Pourquoi? C'est parce que on est né pour un petit pain. On manque cette ambition. On manque cette ambition-là. On manque de gens. Je pense qu'on manque de gens, comment je pourrais dire, est-ce qu'on a les meilleurs gestionnaires de fonds qui s'occupent de notre argent? Ou est-ce qu'ils travaillent pour le privé? OK, donc ce serait de peut-être les ramener justement à la sphère publique. Puis parlant justement de gestion d'argent, ça m'amène à une question que je voulais vraiment toucher, c'est les taxes. Oui. Parce qu'on parle justement de cette gestion principale que le gouvernement doit faire, et c'est un sujet chaud de l'élection en ce moment, c'est est-ce que chaque parti a sa vision différente? Certains partis proposent de réduire les taxes. Certains partis, en fait, je pense que le seul qui propose de geler les taxes, ce serait le Parti québécois. Et il y en a même qui proposent de hausser les taxes. Ben oui, bien sûr, la fameuse taxe orange. Que François Legault aimait bien mentionner. Mais non, mais parce que c'est extraordinaire. Tu utilises une auto qui surconsomme. C'est quoi une auto qui surconsomme? C'est une minivan ou une Toyota Camry. C'est comme, là, les gens, ils ont été comme, hein, quoi?
Mais une Toyota Camry, c'est pas une voiture de luxe, c'est quoi que tu penses? Et comment vous répondez de votre côté, par exemple, à Québec solidaire qui vont, eux, dire qu'ils vont avoir des exemptions pour les familles, ils vont prendre en compte qui utilise ces véhicules-là, par exemple? Écoute, de notre côté à nous, donc on parle de deux choses, on parle d'écologie, puis après ça on parle d'économie. On va commencer par l'économie, puis la diminution des taxes. Nous autres, c'est le parti du gros bon sens. OK? Donc on va y aller de façon très simple, le gros bon sens. Au Québec, t'es pauvre si tu gagnes moins que 20 000 $. Mais tu commences à être taxé à partir de 15 000 $. C'est normal? Il y a une différence, là. Une bonne différence de 5 000 $. Excellent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te dire, tu commences à payer des taxes, des impôts, à partir de 20 000 $. Donc déjà, on passe de l'exemption du premier échelon de 15 à 20 000. Parfait, excellent. Après ça, on te dit jusqu'à 42 000, disons 43 000 $, on va passer de 15 à 12. Okay? 12% de taxes. Après ça, jusqu'à 92 000 $, excuse-moi, je vais me boucher ton micro, on passe de 18 à 15. Donc, on a des réductions d'impôts qui sont importantes, mais qui sont nécessaires dans un monde où ça n'arrête plus, là. On continue à te rajouter des taxes sur la taxe, de la taxe, de la taxe, de la taxe. À un moment donné, il faut arrêter, là. On te dit, si tu achètes un produit usagé, tu ne devrais pas payer de taxes. Tu achètes une voiture usagée, là, pourquoi tu payes des taxes sur une voiture usagée? Ce qui est le cas en ce moment, là. C'est ça. Tu payes des taxes sur une voiture usagée. Tu n'as pas payé tes taxes sur ta voiture neuve? Il me semble que je l'ai faite, moi. J'ai déjà payé mes taxes sur la voiture neuve. Ah, mais oui, mais c'est parce que tu la rachètes. Oui, mais tu l'as déjà payé. Tu me charges 2 fois la taxe? On s'entend, là, une fois, ça suffit. Donc, produits usagés, on paye une fois les taxes, that's it, that's all. Puis, il y a plein d'autres petites choses comme ça, mais ce qu'on va faire surtout, l'État est au service de l'individu. L'individu n'est pas au service de l'État. Là, on s'est rendu compte à un moment donné là, que quand est-ce que l'État va arrêter de grandir? Quand est-ce qu'on va arrêter de nourrir cet ogre qui n'a aucune fin? Ça n'a pas de fin. On continue toujours et encore à donner de l'argent au gouvernement. Mais qu'est-ce que tu fais avec mon argent? Est-ce que tu l'utilises de la bonne façon? Le gouvernement est le fiduciaire. Moi, je suis un fiduciaire pour mes clients. C'est-à-dire que je gère l'argent de mes clients. Mais je ne suis pas propriétaire de leur argent. Mais tu as comme l'impression aujourd'hui là, que OK, je t'ai donné tout cet argent-là cette année. Là, puis comme entrepreneur, je t'en ai donné, en passant, je t'en ai donné 2 fois plus. Est-ce que tu pourrais me rendre des comptes? As-tu déjà essayé, toi, d'appeler Revenu Québec? Ouais, c'est un petit peu long. En tout cas, pour avoir des comptes, oublie ça. Je peux te donner mon exemple personnel. Là. J'avais besoin de changer mon mot de passe pour mon Click et Secure. OK? C'est niaiseux, ça. Dans n'importe quelle autre compagnie sur cette terre, tu as besoin de changer ton mot de passe, tu appuies sur Reset Password, puis il te redonne un password. Non. Il faut appeler un monsieur à Revenu Québec qui va te donner un lien pour pouvoir reset ton password. Là, t'es comme, mais qu'est-ce que vous faites, les gars, là? On est en quelle année, là? On est en 1890, là, ça fait pas de sens. Donc, j'ai passé 6 heures. 6 vraies heures. Au téléphone avec eux, là. Au téléphone avec eux. La première fois, ça a pris 2h30 pour parler avec quelqu'un. J'ai un client qui m'a appelé, donc j'ai dû répondre au client pendant que j'étais en attente. Le gars, il a raccroché. Donc ça, c'était 2h30. Puis après ça, un autre 3h30 pour parler avec quelqu'un. Après 3h30, je lui ai parlé, je lui ai dit, dites-moi, monsieur, les gens qui vous appellent, ils travaillent? Peux-tu travailler? Parce que moi, je ne peux pas passer toute ma journée à te mettre en hold là pour... Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'on veut simplifier la machine gouvernementale. Moi, en tant qu'entrepreneur, là, j'ai tellement de trucs à faire qu'en plus, tu me rajoutes des choses que le gouvernement me demande de faire. Incapable de le faire. Incapable. Ça limite ta productivité de ta perspective. Puis... Ça m'enlève de l'argent que je pourrais gagner. Je la passe à discuter avec le gouvernement. Tu es supposé m'aider. Le gouvernement est supposé être un partenaire qui va m'aider à faciliter mon travail. Aujourd'hui, le gouvernement est devenu une entrave à ton entrepreneuriat. Complètement fou. Mais je dis ça comme ça, là, puis toi, tu me regardes, tu me dis, bah oui, mais est-ce qu'on peut commencer à penser à ça à un moment donné? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, remettre en cause c'est quoi un gouvernement?
Est-ce qu'on peut, à un moment donné, remettre en cause c'est quoi un partenaire d'affaires? Il est supposé être mon partenaire d'affaires, mais c'est plus mon partenaire d'affaires, c'est mon patron. C'est intéressant de le voir comme ça, de le positionner comme ça, ça amène une bonne réflexion. Puis on s'en va, on l'a mentionné juste un petit peu brièvement, puis on s'en va vers le sujet de l'économie, plutôt de l'environnement. De l'environnement. Puis justement, on parlait de ces véhicules énergivores. Là, Énergivores, hein. Qui demandent beaucoup plus de Une Toyota Camry. Donc justement, c'était le sujet du débat récemment qu'on a vu à TVA. Il y a eu des échanges houleux, je pense, entre les candidats. Comment vous percevez ça, dans le fond, par rapport à la position, par exemple, de Québec solidaire, qui veut vraiment, pour faire des gestes importants vers l'environnement. On sait que la jeunesse québécoise est très préoccupée par l'environnement, même à travers la génération, bien entendu. Oui. Comment le faire sans pénaliser trop de gens? Encore, on reste un peu, même avec les taxes, tout ça, dans la même thématique. Moi, ce que j'aime du Parti conservateur du Québec, c'est que, au lieu de regarder l'environnement d'un point de vue du Québec, on va regarder l'environnement au niveau planétaire. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que au Québec, on n'extrait pas aucun produit, ni gaz, ni pétrole. Mais ce qu'on fait, c'est que on est encore dépendant de ces deux produits énormément. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher ailleurs. Donc, on va les extraire dans un pays qui n'a aucune norme écologique, qui n'a aucune norme de protection de l'environnement. Après ça, on le prend, on le met dans un bateau. On fait traverser la mer. On pollue les océans. On pollue le fond des océans. Puis là, après ça, on le fait arriver au Québec. Puis on dit, « Hey, moi, j'ai rien fait, hein. Je fais pas d'extraction au Québec, donc je suis pas un pollueur. » Oui, mais tu continues encore à polluer. Mais non. Après ça, on parle de cible de réduction des gaz à effet de serre. Au Parti conservateur, on n'a pas mis de cible. Puis là, à un moment donné, j'avais un débat, puis le représentant de Québec solidaire dit « Je suis vraiment déçu du Parti conservateur qui ne met pas de cible. » Je lui dis « Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis de cible? » Parce que le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ ont donné des cibles. OK? Puis ça fait 40 ans qu'ils nous donnent des cibles. Est-ce qu'ils n'ont jamais même atteint la cible qu'ils nous ont donnée dans aucun des mandats qu'ils ont fait? Cette fois-ci, là, Rémi Girard, il a dit que après 4 ans, ils sont arrivés juste à 50% de la cible qui s'était donnée pour les 4 prochaines années. Ça veut dire, je ne sais pas si tu comprends, là, qu'ils ont pollué 50 fois plus que ce qu'ils voulaient, là. C'est ça ce que ça veut dire. 50 fois plus. Ils sont juste arrivés à 50% de la cible, donc ils en ont fait 50 fois plus, 50% de plus que ce qu'ils voulaient. Donc là, à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à mentir aux gens, à les regarder dans les yeux et dire « Je te promets que je vais diminuer les gaz à effet de serre de 50%. » Non. Nous autres, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va diminuer l'impact écologique du pétrole, du gaz, qui est consommé à travers la planète. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, ils ont rouvert des mines de charbon et ils vont se chauffer au charbon pendant tout cet hiver. En Allemagne, en Angleterre, en France. Si tu comprends l'impact écologique du charbon au niveau environnemental, c'est 2-3 fois plus grave que de chauffer au gaz. L'Allemagne qui auparavant avait une source d'énergie relativement renouvelable étant le nucléaire qu'ils ont fermé avec le temps. Exactement. Ils se retrouvent vers une solution... Ils se sont retrouvés avec le gaz allemand, le gaz russe, puis là les Russes ils ont coupé les vannes. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils n'ont plus de nucléaire, ils n'ont plus de gaz russe, ils vont faire du charbon, puis ils vont rouvrir les usines de charbon. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Puis la deuxième chose qu'on dit, c'est que ce que nous, on veut être au Parti conservateur, on veut être la Norvège de l'Amérique du Nord. La Norvège, comment est-ce qu'elle a fait sa transition énergétique? Elle a d'abord développé des pipelines dans la mer du Nord. Elle a extrait le pétrole dans la mer du Nord. Elle a utilisé cette richesse. Elle a utilisé cette énergie, parce qu'on s'entend, pour pouvoir faire une transition énergétique, il faut de l'énergie, là. Demain matin, si tout le monde s'achète une voiture électrique, on a un problème au Québec, là, parce qu'on n'a pas assez de bornes pour recharger tout le monde. Là. On va commencer à avoir des gens qui vont se retrouver à attendre pendant 30, 40, 50 minutes pour recharger leur auto. Ça ne va pas fonctionner. Là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir faire cette transition énergétique,
il faut développer les hydrocarbures qui sont au Québec. Et en même temps, on va pouvoir aider nos alliés à l'international, comme les Allemands, comme les Français, comme les Anglais, à pouvoir aussi avoir de l'énergie dont ils ont besoin. Et on va, avec cet argent-là qu'on va, générer, on va pouvoir justement faire la transition énergétique. Parce que au niveau mondial, ce qu'on apporte en émissions à gaz à effet de serre, c'est moins de 2%, le Canada. Sur l'échelle mondiale. Sur l'échelle mondiale. Le problème, c'est pas le Canada. Le problème, c'est d'aider les autres pays à pouvoir faire leur transition énergétique. C'est ça qu'on doit se focusser dessus. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut aider les autres pays à pouvoir faire leur transition énergétique, mais on va le faire en s'enrichissant et en pouvant, aider l'économie de notre pays. Parce que c'est bien beau de dire, comme Québec solidaire, de réduire les gaz à effet de serre de 55%. Mais ça, c'est ce que ça veut dire, là. C'est que la lumière qui est allumée ici, la lumière qui est allumée, la lumière qui est allumée, tu ne pourras plus les avoir les 4 allumés. Donc, ton mode de vie, il va devoir changer. Est-ce qu'on est prêt à changer notre mode de vie? Est-ce qu'on est prêt, en plein milieu de l'hiver, de dire qu'on ne chauffe plus à 22 ou à 23 degrés dans la maison, mais on va tous devoir chauffer à 15? Si tu es prêt à vivre à 15 degrés pour tout l'hiver, c'est faisable. On peut le faire. Mais on parle, tu sais, de cibles de réduction, mais on parle jamais, tu sais, des sacrifices qu'on va devoir faire. Et moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Tu sais, quand on me donne un projet politique, donne-moi les sacrifices. Parce que si tu me demandes de réduire de 55% mes gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des sacrifices. Nous, ce qu'on te dit, c'est qu'on va faire une transition énergétique. On va utiliser les hydrocarbures qu'on a au Québec pour pouvoir faire justement cette transition énergétique. Et ça répond un petit peu, je pense, à cette prochaine question-là, mais je la pose quand même parce que Québec solidaire vont souvent répondre, si on le voit comme ça à l'échelle mondiale, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de penser à un peu chacun pour soi et finalement, si tout le monde pense comme ça, on va jamais arriver au problème. Mais non, justement, moi, ce que je réponds, c'est que en ce moment, les Français, les Allemands, les Anglais, ils utilisent du pétrole, ils utilisent du gaz qui sont extraits dans des endroits où il n'y a aucune norme écologique. Nous, si on devait fournir l'Europe et en passant le gisement GNL qui est au Saguenay, c'est un projet de 14 milliards. En passant, François Legault s'était engagé à le faire. Et il a changé d'avis. Donc ça va nous coûter en passant de l'argent aussi parce qu'il y a des contrats qui ont été signés, puis là, il va devoir payer les pénalités pour avoir arrêté les contrats. Donc non seulement on ne va pas aller chercher la richesse, mais en plus, ça va nous coûter de l'argent. Donc pour ça, ce qu'on dit, c'est qu'il faut comprendre une chose. Si nous, on comparer l'extraction que nous, on va faire au Québec versus l'extraction que les autres pays qui n'ont aucune norme écologique vont avoir, c'est même pas proche, là. On est responsable. Il faut comprendre aussi une chose, là, c'est qu'au Québec, on a des normes d'extraction, on a des normes de nettoyage, puis en plus, ça va permettre de pouvoir développer des régions qui sont en ce moment en prise avec des gros problèmes. Alors, est-ce qu'on veut le faire de façon sauvage et allez, on met juste un puits puis on fait ça? Non, ça va être fait intelligemment parce qu'au Québec, on est des gens intelligents. On est des gens soucieux de l'environnement. On est des gens soucieux de l'économie. Mais ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité de vie des gens. Mais au lieu de le regarder juste au Québec, on va extraire juste au Québec puis on va polluer au Québec. Non, on va éviter que cette extraction qui se fait dans d'autres pays, qui est mal faite, soit faite de la bonne façon. De regarder un petit peu les externalités négatives qui pourraient être supprimées. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne savaient pas nécessairement votre perspective par rapport à ça, qui vont en apprendre beaucoup plus, puis mieux comprendre comment vous voyez la chose. Puis parlant de la relève, des gens qui nous écoutent, on est allé chercher justement des questions du public. Que vous nous avez proposé à travers des lives, en nous écrivant dans nos messages dans les derniers jours aussi. Excellent. Donc, on remercie tous ceux qui ont participé. Merci. Donc, on va les faire en rafale pour garder ça court et rapidement. Donc, si tu peux me répondre en moins que 30 secondes, une ou deux phrases. Essaye un petit peu. On les a fait pour... on les a préparés de façon à ce que tu puisses nous dire juste une mesure. Excellent. Donc, je vais les poser une à une. Parfait. Si jamais ça dépasse, t'inquiète pas. Ouais. Mais on commence. Donc, une mesure pour encourager l'économie circulaire.
Ben, la première, puis je pense que c'est celle-là, là, c'est qu'on va arrêter toutes les taxes sur les produits usagés. Donc, on va abolir les taxes de vente sur les produits qui sont usagés. Donc, juste là, ça va nous permettre d'améliorer l'économie circulaire. Facile. Merci. Attends, bouge pas, je peux passer 30 secondes. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Une mesure pour réduire la pollution sans faire payer le citoyen. Une des premières mesures que nous, on voudrait faire, c'est qu'on va commencer par faire comment je pourrais dire ça, dans la ville de Québec, on va faire une étude, un cas spécial. Ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va être élu, on va permettre à tous les gens de Québec de pouvoir utiliser le transport en commun gratuitement. Mais on va le faire en essayant dans la ville de Québec. Puis on va voir si c'est concluant. Après ça, on va peut-être le mettre dans tout le reste du Québec. Parce que c'est une idée qui est là, mais est-ce que ça va être concluant? On ne le sait pas. En fait, ce qu'on dit, c'est que si on te permet d'utiliser le transport en commun gratuitement, est-ce que c'est ça qui va faire que tu vas le prendre ou pas? Intéressant. Et je diverge un petit peu. Je pense qu'une question que beaucoup de gens vont avoir à partir de tout ça, c'est beaucoup de partis font des promesses avec beaucoup de dépenses. Vous parlez même de réduire des taxes. Oui. Comment vous allez compenser pour les mesures fiscales retirées? C'est facile. On va diminuer la taille de l'État. En ce moment, c'est les gens qui se serrent la ceinture et puis à chaque jour, le premier ministre nous dit qu'il faut qu'on se serre la ceinture. C'est fini. C'est pas les gens qui doivent se serrer la ceinture. C'est pas les entreprises qui doivent se serrer la ceinture. C'est le gouvernement qui doit serrer la ceinture. Et comment assurer qu'il n'y ait pas de coupe dans les services ou de pénalité justement à l'utilisateur? Si tu regardes le cadre financier du Parti conservateur, il n'y a pas de coupe. On n'est pas en train de faire des coupes. On est en train de faire des économies. Donc, une des économies qu'on va faire, c'est... puis ça, c'est un des gros projets du Parti conservateur, c'est de privatiser le système de santé. Maintenant, quand je dis privatiser le système de santé, tout le monde dit « privatiser le système de santé ». Non, on va privatiser le système de santé en gardant la gratuité des soins. Ça, c'est un gros truc. Alors là, les gens me disent « Attends, je comprends pas. Tu privatises, mais ça reste gratuit. » Je te donne un exemple. Tu as besoin d'une opération. Tu dois te faire refaire ton genou. Tu t'es blessé au hockey. Donc, tu dois te faire refaire ton genou. Parfait. Là, tu vas voir ton médecin en ce moment. Là. Ça prend 6 mois pour le voir. Ça prend 3 ans pour te faire opérer. Là, ce qu'on va dire, c'est que nous, on pense que 3 mois, c'est le maximum. Quand tu es en souffrance, là, pour te faire une opération, 3 mois, c'est le maximum. Si après 3 mois, l'hôpital ne t'a pas soigné, tu prends ta carte de la RAMQ, là, puis tu vas dans une clinique privée, puis tu te fais opérer pour le même montant que ça coûterait dans un hôpital. Parce qu'on s'entend, là. Te faire opérer à l'hôpital, c'est pas gratuit, là. Ça coûte aux contribuables, je sais pas moi, un exemple, 20 000 $ pour te faire ton opération parce que tu as le médecin, tu as le chirurgien, tu as tous ces gens-là, tu as l'espace, etc., etc. Donc ça coûte 20 000 $. Moi, je peux te dire que la clinique privée va pouvoir le faire pour 20 000 $. Mais là, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'envoyer l'argent à l'hôpital, on va l'envoyer au système privé. Là, la première année de l'hôpital, il ne se rend pas compte parce que lui, il reçoit un budget historique en fonction de ce qu'il a eu l'année dernière. Donc lui, il ne voit pas la différence. Mais l'année d'après, là, il va se retrouver à avoir 20%, 30% de moins de revenus dans son hôpital. Alors il va dire, oh, on a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu toutes ces opérations-là parce qu'on n'a pas pu les faire. En ce moment, un orthopédiste, là, il opère à peu près 1 journée par semaine. C'est ça le rythme entre les disponibilités des salles d'opération, entre les plafonds qu'il reçoit de rémunération. Peut juste opérer une ou deux journées par semaine. Nous, ce qu'on va dire, on va dire aux médecins, si tu veux, tu peux travailler aux deux. Tu peux travailler au public, puis tu peux travailler au privé. Et là, les gens, ils vont nous dire, ouais, mais alors les médecins, ils vont tous aller au privé. En ce moment, tu peux, si tu es un médecin, aller au privé. C'est juste qu'en ce moment, tu dois choisir. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ou tu travailles tout au privé, ou tu travailles tout au public. Nous, ce qu'on va dire aux médecins, c'est que le gouvernement va t'obliger à juste travailler 1 ou 2 journées par semaine et va seulement te payer 1 ou 2 journées par semaine à cause de leur plafond de paiement. Mais les autres 3 journées, si tu as envie d'aller travailler, il va travailler dans le privé. Donc, on va avoir plus de services. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'hôpital va recevoir moins d'argent. Il va dire, OK, j'ai reçu moins d'argent, donc il faut que je donne plus de services. Donc maintenant, au lieu que l'hôpital te voit comme une dépense, quand tu rentres à l'hôpital, il te voit comme une dépense. Donc, il veut
que tu rentres et que tu ressors le plus rapidement possible, ça lui coûte de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'hôpital te voit comme un revenu. Plus tu soignes de gens, plus tu reçois d'argent. Moins tu soignes de gens, moins tu reçois d'argent. Plus tu soignes de gens correctement, plus tu reçois d'argent. Plus tu soignes de gens pas correctement, moins tu reçois d'argent. Donc, les services, tu sais, vont augmenter. Ce qui fait que notre société est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est la compétition. Donc, demain matin, l'hôpital va devoir te soigner mieux et va devoir te soigner plus rapidement et mieux. Mais là, la clinique va se rendre compte, ah ben là, les gens sont retournés dans l'hôpital. OK, ben là, au lieu de charger 20 000 au gouvernement, là, ben, je vais lui charger 18 000. Puis là, il va charger 18 000. Puis là, ce qui va se passer, là, c'est qu'il va y avoir de la compétition entre les deux. Le patient va se retrouver à être le bénéficiaire de cette compétition entre les deux et le système va s'améliorer. Alors, on s'entend, Louis, ça c'est l'idée, comment je pourrais dire, parfaite qui pourrait arriver. L'idéal. C'est l'idéal. On espère que c'est ça qui va se passer. Mais au moins, nous autres, on arrive avec une nouvelle idée. Mais les autres, là, c'est quoi votre solution pour régler le problème de la santé? On va mettre plus d'argent. On va mettre plus d'argent. On va mettre plus d'argent. Sais-tu combien est-ce qu'on dépense pour le système de santé au Québec par semaine? Non. Tu veux pas savoir? C'est 1 milliard par semaine. 1 milliard. Wow. 1 milliard de notre argent qui s'en va dans le système de santé à chaque semaine. Je crois pas que ça soit ton salaire. Non, pas encore. Loin de là. Loin de là. Wow. Mais par exemple, tu as mentionné un mot très important, tu as dit correctement. Comment assurer la qualité des services si ils ont l'intérêt de passer le plus de gens possible? Tu l'as même mentionné spécifiquement. Est-ce que vous avez une oui, non, mais c'est clair. La stratégie, c'est pas de soigner le plus de monde possible. La stratégie, c'est de soigner le plus... Ah, c'est vraiment beau comme phrase. Le plus mieux. Le plus meilleur, qu'on devienne le pays le plus meilleur au monde, comme disait Jean Chrétien. On va avoir le plus meilleur système de santé. Non, regarde. On veut pas que soigner le plus de gens possible. On veut soigner le mieux les gens possible. On va avoir une rémunération, tu sais, comme, je veux dire, on est des entrepreneurs, là. Ta rémunération, c'est pas juste faire une vente. Ta rémunération, c'est que le client, il revienne. Tu sais, toi, en tant qu'entrepreneur, là, tu fais ton podcast, les gens, ils viennent, puis ce que tu veux, c'est qu'ils reviennent ou qu'ils parlent avec leurs amis en disant « Hey, ce gars-là, là, c'est incroyable. Je suis allé passer une demi-heure avec lui, puis en ressortant de là, écoute, tous mes chums, ils ont vu le podcast, puis ma business, elle a augmenté de 20% demain matin. » Ben, c'est la même chose. C'est exactement ça qu'on veut. On veut que quand tu sors de l'hôpital, tu dises « Tu sais, cet hôpital-là, là, il est tellement bon que quand j'ai eu mon opération ou quand j'ai eu mon traitement pour le cancer, ben, j'ai été guéri. » Moi, j'ai travaillé 20 ans comme représentant pharmaceutique. Puis à un moment donné, je travaillais dans un département d'hôpital, puis je travaillais en hémodialyse. OK? L'hémodialyse, c'est les gens qui font de la dialyse. Et j'arrive dans l'endroit là où ils font l'hémodialyse, puis je demande au médecin, dites-moi, c'est quoi vos... parce que je revenais d'un congrès, puis il parlait de taux de mortalité des patients. Je lui dis, dites-moi, docteur, c'est quoi votre taux de mortalité dans votre... ici, là, dans votre service d'hémodialyse? Je sais pas. Je savais pas. Ou alors, il ne voulait pas me le dire. L'un ou l'autre. Dans les autres pays du monde, là, c'est quand même simple, là. Ton expérience client, parce qu'on s'entend, oui, tu es un patient, mais tu es un client de l'hôpital. Il faut que je sache exactement c'est quoi tes résultats. Si tes résultats, ils sont pas bons, là, comment est-ce que je sais que t'as pas eu, que tu as bien soigné les gens? On ne le sait pas en ce moment. Il n'y a aucune conséquence de pas bien soigner des gens au Québec. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que si tu n'es pas bien soigné et que le client, il te met une star, tu sais, sur ton review, ben, on va pas te payer. Si le client, il n'est pas content, là, pourtant, c'est pas difficile, là, tu sais. Tu as un patient, OK, il se fait soigner, il n'est pas guéri. S'il n'est pas guéri, il n'est pas content, tu ne te fais pas payer, that's it, that's all. Ça, amener plus de responsabilité, un peu de la même façon que le privé a cette responsabilité par lui-même. Il va avoir des bons reviews, il veut avoir comme un... Il va avoir un retour de clientèle. Tu veux avoir des bonnes reviews? Moi, je peux te dire, je sors d'ici, je te mets un 5 stars, mais bon. Mais tu veux avoir des bonnes reviews? Ouais, mais dans un contexte de santé,
le retour, comment on le voit, c'est... Le retour sur l'investissement, c'est les gens, leur santé s'améliore. Écoute, c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de dire quelque chose d'aussi simple que ça. Quand tu rentres à l'hôpital, là, c'est pas pour que ta santé elle se détériore, c'est pour que ta santé s'améliore. Là, on est juste content de pas détériorer. Tu sais, t'emmènes tes parents, tes grands-parents, puis ils ressortent de l'hôpital, ils disent « Ah, ben je me suis pas détérioré, je suis content. » Non, non, non. On doit améliorer la santé des gens. Et puis, l'autre chose aussi, là, il faudrait peut-être parler un petit peu, au lieu de regarder toujours de soigner les gens, est-ce qu'on pourrait travailler en amont? On pourrait-tu avoir des politiques pour pouvoir améliorer la santé des gens en amont, pour éviter que les gens, tu sais, descendent et descendent et descendent? Nous autres, nos idées, là, c'est de... premièrement, les enfants, là, on veut que chaque enfant dans une école primaire, secondaire, fasse minimum une demi-heure de sport par jour. Okay? L'activité physique, pour nous, là, c'est très, très important. Donc, 30 minutes de sport par jour dans toutes les écoles du Québec, primaire, secondaire. Après ça, un crédit d'impôt pour les travailleurs, pour les gens de plus de 18 ans qui ont arrêté d'aller à l'école, pour pouvoir faire des activités sportives. Et troisièmement, on enlève les taxes sur toutes les ventes de matériel de sport. Donc ça on va, comment je pourrais dire, on va promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie. OK, intéressant. Puis, en fait, je continue les questions à rafale, parce qu'il y en a deux autres que je pense que... Je te l'avais dit, 30 secondes, là, ça va être difficile. Ouais, exact. J'ai divergé moi-même, donc c'est un peu de notre faute à moi aussi. Mais tu as parlé d'aider en amont. Oui. Une mesure pour aider la santé mentale, peut-être avec une spécificité pour les entrepreneurs qui, justement, pendant la pandémie, ont connu un temps un petit peu difficile. Je peux t'en parler. Je peux te dire que les premières semaines de COVID, rester assis à la maison, là, et puis pas pouvoir travailler, puis pas pouvoir savoir ce qui allait se passer, là, je peux te dire que tu viens d'acheter ton entreprise, là, et puis on te dit, tu peux pas aller voir tes clients, là, ça a été difficile. Pour nous, la santé mentale, c'est vraiment, vraiment important. Puis ce qu'on voudrait, c'est faire un moratoire en arrivant au pouvoir pour voir où est-ce que ça en est au niveau des enfants. On va commencer au niveau des enfants, là. On voudrait faire un moratoire après les 100 premiers jours pour savoir où en est la santé mentale des enfants. On va commencer par les enfants et puis après ça, on va y aller, tu sais, comme on va monter petit à petit, mais c'est sûr qu'on veut commencer par nos jeunes, par nos enfants. Et puis pour nous, c'est indispensable de comprendre dans quel état ils sont. Moi, je te donne un exemple. Mon fils, il n'a pas fait sa graduation. Ça paraît niaiseux, là, tu sais, dans l'histoire du monde. Toi, t'en as eu une de graduation? J'ai eu la chance, oui, juste avant. T'en as eu une de graduation, là? C'est ça. Donc, est-ce que vous vous en souvenez de votre graduation? Ouais, c'était un moment assez marquant. Donc, c'est un moment marquant dans une vie, là. Donc, il y a des séquelles dans tout ça. Tu sais, moi, je vois la jeunesse, là, qu'aujourd'hui, tu leur dis « Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas ce soir? » « Ah, on va chez un ami. » Moi, samedi soir, là, on sortait en boîte, là. On allait danser, on allait dans un bar, on allait s'amuser, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas au centre-ville? Oh non, on va pas au centre-ville. C'est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Où est-ce qu'elle est, la jeunesse? Où est-ce que les gens sortent? Où est-ce que les gens s'amusent? C'est fini, là? On a cancellé le fun? Il faut recommencer à avoir du fun, là, à un moment donné dans la vie, là. Puis, ouais, absolument. Puis, ça m'amène aussi à une autre question que je veux vraiment pas sauter. Les mesures de la pandémie, meurtrières pour l'économie ou un sacrifice altruiste qui a été nécessaire? Alors, je te dirais que, en tant que moi, triplement vacciné, là, je pense qu'au début, c'était nécessaire. C'était nécessaire de faire, de prendre des mesures fortes. Le problème, c'est avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure que le temps est arrivé? Et moi, je te dirais que le Parti conservateur, tous les gens nous appellent des sautés, on veut pas ci, on veut pas ça, on est des anti-vax, on est des... Non, c'est pas ça le concept. Le concept, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec le vaccin ou avec les mesures qui ont été mises en place. Le problème, c'est... Au Québec, on est des gens intelligents. OK? On peut comprendre. Le taux d'éducation, il est quand même assez élevé, là. Je sais que je ne vais pas t'endormir avec des études à n'en plus finir, mais moi, j'en ai un bac en biotechnologie. Donc, moi, les études, je peux les lire. Si tu me les donnes. Mais le problème, c'est que le gouvernement ne nous les a pas données. Il a pris une décision. Dans la cellule de crise qui se retrouvait autour de François Legault, tu avais à peu près 11 ministres, puis un scientifique, le docteur Arruda.
Et c'est là que moi, j'ai un problème. C'est comme, donne-moi des chiffres. Tu sais, moi, je suis un conseiller financier. Donc, donne-moi des chiffres, donne-moi des statistiques, je vais les écouter. Puis, je pense que la population est assez intelligente pour pouvoir prendre une décision. Donc, à la réponse à ta question, au début, c'était nécessaire. Après, ça a été fait de façon unilatérale et c'est là où nous, on se porte en faux. C'est si tu avais pris tous les députés, tu les avais mis à Québec, puis tu leur avais demandé de voter sur, comment je pourrais dire, l'extension des mesures sanitaires, on aurait eu une décision en fonction de la société. Là, on a eu une décision en fonction d'un premier ministre. Nous, si jamais on est porté au pouvoir, on va changer cette chose-là. Parce que si jamais il faut qu'il y ait d'autres mesures sanitaires, pour pouvoir accepter la fermeture de toutes les business, il va falloir qu'il y ait un vote secret. Donc, ce n'est pas partisan, c'est un vote secret de tous les députés. Et il doit y avoir une majorité à 80%. Si 80% des députés décident que oui, il doit y avoir un confinement, on aura un confinement. Et le confinement, ça va être pour 10 jours. Parce que tu te souviens, la première journée, là, François Legault, il nous a dit, c'est 15 jours, hein? Tu te souviens? Tout le monde s'en souvient. Hein? C'est juste pour 15 jours. Là, on s'est retrouvés, là, c'était plus 15 jours, là. C'est 2 ans. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est 10 jours. Après 10 jours, tout le monde se retrouve, on vote une autre fois, c'est un autre 10 jours. Puis une autre fois, c'est un autre 10 jours. Donc, ce que nous, on est en train de dire, c'est que c'est une décision importante. C'est une décision qui a des répercussions sur toute la société et qui a des répercussions sur toute l'économie, pas juste pour cette année, mais pour les 25-30 prochaines années. Cette décision-là va nous suivre pour les 25-30 prochaines années. Donc, si jamais on doit le refaire, on le refera de façon responsable et démocratique. N'oublions pas ce mot-là, là, démocratie. Parce que libre chez nous, tu sais, notre slogan, là, c'est ça le concept, là. C'est le concept de la démocratie. On est libre chez nous parce qu'on a des lois qui nous donnent la liberté chez nous. Mais s'il y a une personne qui décide pour tout le monde, moi, j'appelle plus ça une démocratie. Comment encourager l'économie locale, les fonds publics, par exemple le panier bleu, oui, ou le laisser-faire? Donc, tu sais, nous autres, regarde juste notre vision au niveau de l'écologie, ça te donne une bonne idée, OK? Ce qu'on veut, c'est développer nos ressources naturelles ici au Québec. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait capoter à chaque fois. Là, je vais dans mon IGA ou mon Provigo et puis je cherche des bleuets. Tu sais, on est au mois d'août, je cherche des bleuets. Puis je retrouve des bleuets du Mexique. Je dis comme, on est au Québec, je peux-tu avoir des bleuets du Québec? Il n'y en a pas. J'en trouve pas. Je suis pas capable d'en avoir. Donc, je me fais un devoir là, à chaque fois d'en trouver. Comme par exemple, j'en ai trouvé chez Costco. Okay? Je vais aller chez Costco, j'ai trouvé une espèce de grosse barquette de, je sais pas, il y a comme 3 kilos de bleuets dans une barquette. Tout est gros, c'est fou. Puis là, j'ai fait des petits sacs, puis je les congèle, puis je les utilise. Mais ça, c'est le meilleur exemple. Là. C'est comme, donne-moi-en, je vais en avoir. Mais si j'ai pas accès, je peux pas en avoir. Moi, je vais acheter moins de produits, mais peut-être même un petit peu plus cher, mais pour pouvoir consommer local, versus consommer des légumes du Mexique ou whatever, là, ou n'importe quoi. Je suis ouvert à l'économie locale, c'est sûr. Moi, ce que je veux, c'est qu'on développe nos produits localement. Donc, quelles mesures concrètes permettraient de développer ou s'assurer qu'il est là dans tous les magasins? Toujours la même chose. La libre entreprise. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Là. Il me semble qu'on est une démocratie avec une libre entreprise. Écoute, moi, je prends toujours l'exemple là, des produits bio. La raison pour laquelle tu trouves des produits bio ici au Québec maintenant, là, c'est pas parce que les entreprises sont plus... c'est pas parce que Loblaws pense qu'il veut être plus vert, là. C'est parce que la clientèle lui a demandé. Puis ils se sont rendus compte que, tiens, c'est génial ça, on peut vendre un paquet de carottes normales pour 1,99$, mais si on le fait venir bio, puis nous, il nous coûte, c'est comme 1,50$, on peut le vendre à 3,99$. On peut vendre plus cher parce que c'est écrit bio dessus. On va le faire. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je te dis, la libre entreprise, c'est le secret du développement économique de n'importe quoi.
OK, intéressant. Mais ça m'amène justement à ma troisième section. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Du pain sur la planche, le retour d'un classique. Oui. Parce qu'il reste du travail. Oui. Par le libre marché peut-être, Oui. dans ce qui s'en vient. Qu'est-ce que vous percevez comme tendance ou que vous allez voir que vous voyez qui vont être nécessaires et vous allez devoir vous adapter pendant les 4 années de votre mandat si le Québec vous le confie? C'est sûr que nous, on voit le pain sur la planche, c'est de changer un petit peu la perception de la population au niveau de la politique. Parler franchement, parler de façon transparente, je pense que ça, c'est un gros pain sur la planche. Je pense que de redonner confiance aux gens en la politique, de leur faire comprendre que on est là pour travailler pour eux, versus leur dire quoi faire. Dans les 4 dernières années, là, on s'est plus fait faire dire quoi faire que de donner nos doléances au gouvernement et puis d'avoir le résultat. Puis, comment ça se fait? Comment ça se fait que le gouvernement est plus à notre service, mais qu'on est rendu au service du gouvernement? Je comprends pas ça. Tu sais, je vois des politiciens, tu sais, j'ai fait mon premier débat il y a quelques temps, là, puis je voyais des gens totalement déconnectés. Vraiment, vraiment, vraiment déconnectés. Je comprenais pas que ce soit des gens qui sont élus ou des gens, tu sais, qui sont en politique depuis de nombreuses années. Et je me disais, mais comment ça se fait que vous pouvez pas comprendre la douleur des gens? Moi, chaque jour, là, j'ai des gens qui viennent me voir puis qui me donnent des anecdotes sur leur entreprise, sur leur famille, sur leurs conditions de vie. Et je me dis, comment ça se fait que le gouvernement n'entend pas ces choses-là? Et je pense que ça va être ça, le gros pain sur la planche, qu'au lieu que on soit, tu sais, le gouvernement qui dit quoi faire, qu'on se fasse dire quoi faire. Moi, je suis le serviteur, tu sais, que ça soit dans mon emploi comme conseiller financier, je suis au service de mes clients. J'aimerais ça que le gouvernement redevienne au service de la population. Et je pense que c'est le plus gros pain sur la planche qu'on a. Un autre potentiel sujet de discussion chaud pendant l'élection, malgré que pour certains, c'est quelque chose qui est mort enterré, pour d'autres, c'est quelque chose qui est plus vivant que jamais. Comment aller chercher le maximum d'autonomie par rapport au fédéral, étant potentiellement le prochain gouvernement provincial? Comment aller le chercher? Par la souveraineté? Non. Par un poids supérieur par rapport au gouvernement? Comment Non. vous gérez ça? Écoute, moi, je pense que la souveraineté, pour moi, là, c'est même pas une question. C'est une conversation qui est morte et enterrée. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, je parle avec beaucoup de jeunes entrepreneurs parce que je t'avoue que dans mon entreprise, comme conseiller financier, c'est ça que je fais. Là, je parle avec des entrepreneurs parce que je parle beaucoup d'assurance collective. Donc, c'est des gens qui ont des employés. Puis, c'est complètement ridicule en 2022 de parler d'un monde global et de dire on va être global, mais on va se refermer sur nous-mêmes. Non, c'est deux idées totalement à l'opposition. Donc pour moi, ça fait même pas de sens. La souveraineté, c'est pas la bonne idée. Ce qui va nous permettre au Québec d'avoir plus de poids au niveau fédéral, c'est très simple. C'est encore la même chose. C'est notre poids financier. Si on prend plus de poids financier, si on développe notre économie au point où on devrait être au même niveau que l'Ontario, mais l'Ontario génère 2 fois plus au niveau économique que le Québec. Pourquoi? Pourquoi? Je pose la question. Est-ce qu'on est né pour un petit pain? On revient toujours à la même chose, là? On devrait faire mieux que les gens de Toronto. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas mieux? On a le savoir-faire, on a les ressources, on a tout ce dont on a besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas mieux qu'eux autres? Donc moi, ce que je dis, c'est que pour avoir plus de poids, ça revient toujours à la même chose. Il faut générer plus. Puis si tu génères plus, Ottawa va dire il faut les prendre plus en compte. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'ils prennent plus en compte l'Ontario? Pour cette raison-là. J'ai une question bien importante pour toi maintenant.
La question qui tue. Si tu avais sélectionné une promesse du Parti conservateur du Québec que vous deviez absolument respecter au point que ce serait à la fin de votre mandat, donc vous démissionnerez si elle n'est pas respectée, ce serait laquelle la plus importante? Pour moi, la plus importante, puis je pense que c'est la base. J'en ai deux, mais écoute, elles sont reliées toutes les deux. C'est en rapport avec la loi 96, OK? Mais ça a aussi un rapport avec la privatisation du système de santé. On ne peut pas continuer encore et toujours. Tu sais, pour moi, la définition de la folie, c'est faire la même chose et puis t'attendre à avoir un résultat différent. Ben, ça fait 40 ans qu'on fait la même chose avec le système de santé, donc c'est le temps d'amener une nouvelle idée. Est-ce que ça va être la meilleure idée? Est-ce que ça va être la meilleure solution? Je ne le sais pas. Moi, j'y crois fermement là, que la privatisation, en gardant la gratuité des soins de santé, c'est la meilleure solution. Maintenant, est-ce que ça va se matérialiser? Tu sais, en réalité, je ne le sais pas, mais j'ai beaucoup d'espoir en tout ça. En rapport avec la loi 96, ton dossier médical, il va être en français. Donc, ton médecin, il va finir par te parler en français. Puis toi, si tu es un allophone ou un anglophone, puis que tu ne comprends pas le français, là, ben, tu ne vas pas pouvoir avoir des soins de santé adéquats pour toi. Puis, je ne suis pas en train de te parler de quelque chose là, qui est complètement fou. Ma femme, quand elle s'est faite diagnostiquer pour sa sclérose en plaques, elle avait 15 ans. Donc, imagine-toi, là, c'est une adolescente qui se retrouve paralysée la moitié de son corps. Puis le médecin, à Sainte-Justine, il refuse de lui parler en français. Il lui parle en français, il refuse de lui parler en anglais. Donc là, elle lui dit, je suis bilingue, je comprends ce que tu me dis, mais ma langue technique, c'est l'anglais. Est-ce que tu peux m'expliquer en anglais la maladie que j'ai et les symptômes que j'ai? Et le médecin a refusé, il lui a dit, tu parleras avec les infirmières, moi je te donne l'information, tu es francophone, tu peux parler en français. Donc, il ne faut plus jamais que ça arrive. Donc, la question qui tue, si tu veux, là, c'est la privatisation du système de santé et en même temps de faire disparaître cette loi 96. Et ma question finale, est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Vraiment pas. Vraiment pas. Ça fait aucun sens de penser que le Québec soit né pour un petit pain. Pour un petit pain, exactement. Non, vraiment pas. Je ne pense pas que le Québec soit né pour un petit pain. Je pense que le Québec est né pour un gros pain. On a toutes les opportunités pour pouvoir grandir. On a des ressources illimitées. On a de l'espace illimité. On a des gens avec des idées puis des envies illimitées. Donc, on est né pour un gros pain. Et finalement, si tu aurais des recommandations de livres ou de ressources qui t'ont vraiment marqué dans ton parcours, lesquelles ce serait pour notre relève entrepreneur qui écoute? Je suis pas un gros fervent de livres. Je suis vraiment désolé. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, tu devrais lire tel livre. Oh, tu devrais lire tel livre. » Je te dirais que c'est pas des livres qui m'ont, qui m'ont marqué dans ma vie. C'est des gens. C'est des mentors. C'est des gens que j'ai admirés, mais pas des gens que j'ai admirés, tu sais, de loin. Moi, j'adore Mark Cuban. Non, je l'ai jamais rencontré, Mark Cuban, puis je le rencontrerai jamais. Moi, ce que je dirais aux gens de l'entrepreneuriat, c'est, tu es dans un domaine, puis il y a quelqu'un que tu admires dans ce domaine-là, appelle-le, mais ça soit quelqu'un d'accessible, tu sais, pas quelqu'un d'inaccessible. Moi, je suis en investissement et puis j'ai beaucoup de respect pour Paul Desmarais. Paul Desmarais, il ne prendra pas le téléphone si je l'appelle. C'est le propriétaire, tu sais, de Power Corporation. Il ne prendra pas le téléphone. Mais il y a des gens autour de toi qui sont des gens que tu regardes comme des modèles. Colle-toi à ces gens-là. Tu sais, si ces gens-là, tu sais, ils ont des valeurs qui te ressemblent. Si ces gens-là, ils ont un parcours qui t'allume. Colle-toi à ces gens-là. Et puis c'est ça ce que j'ai essayé de faire dans toute ma vie, dans toute ma carrière, me coller aux gens là, avec qui j'avais du respect et de l'admiration. Excellente recommandation. Puis je peux même faire un pont personnel avec moi-même. Oui. Cet après-midi, je vais rencontrer ma mentor, la première mentor que je vais avoir dans mon parcours entrepreneurial. Donc, Taïna Dinapoli de la compagnie Dinapoli. Donc, j'approuve de ça, même si j'ai pas encore vécu l'expérience vraiment. Elle commence Mais tu vas voir, c'est comme... Puis des fois, on pense que ça va être... je vais apprendre des choses extraordinaires. Non, c'est juste, tu sais,
une façon d'être. Des fois, il y a des gens, là, ils ont une... comment je pourrais dire? Moi, ce que j'ai appris de mes mentors, là, c'est la patience. Tu sais, c'est comme les gens qui ont vraiment réussi leur vie. On revient toujours au même point, là. Les gens qui ont réussi leur vie, là, c'est pas des gens impatients, là. Ils savent que tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, mais que, tu sais, si tu gardes le cap et que tu continues à faire ce en quoi tu crois fermement, tu sais, dans ton cœur, ben, ça va te donner une réussite à la fin. Absolument. C'est justement fini quand tu arrêtes. Exactement. Ben, merci, Axel, de t'être joint à moi. Merci beaucoup, Louis. C'est super intéressant. J'espère que justement l'auditoire, la relève, va pouvoir avoir une bonne idée de ce que le Parti conservateur propose et être aiguillé. Bien entendu, ce n'est pas le seul épisode. C'est une série de 5 épisodes. Donc, allez voir s'ils sont... en fait, ils vont déjà être disponibles. Donc, allez voir les autres épisodes de chaque parti. Réécoutez celui-ci en amont d'aller faire votre vote et prenez une décision éclairée et surtout, allez voter. Je pense même que la campagne d'élection au Québec en ce moment, c'est on renverse la tendance. Oui. Donc, renversons la tendance ensemble, puis en espérant qu'on ait un super résultat aux élections en termes de participation. Merci beaucoup, Donc, Louis. Le 3 octobre, n'oubliez pas d'aller voter. C'est l'élection la plus importante pour les 4 prochaines années. Absolument. C'est aussi simple que ça. Donc, merci encore. Un petit Merci regard à la beaucoup. caméra pour la fin. Au revoir. Au revoir.